Quand les projecteurs s'allument, nul ne soupçonne que certains artistes vivent leurs derniers instants sous les regards émerveillés. Voici 15 histoires où le jeu a semblé continuer alors que tout basculait. Restez jusqu'au bout, une vérité étonnante surgira là où personne ne l'attend. Numéro 1, Molière. Le 15 février 1673, dans une salle parisienne pleine à craquer, son souffle se brisa au moment même où il prononçait les répliques du rôle qui semblait le résumer tout entier. Le public observa son visage pâlir, sa voix trembler, sans comprendre que l'homme qui incarnait le malade imaginaire vivait alors ses véritables derniers instants sous les chandelles du théâtre. Molière était bien plus qu'un auteur comique. Il devint l'une des figures majeures de l'art dramatique français grâce à une maîtrise unique du rythme, de l'ironie et de la satire sociale. Ses pièces révélèrent les hypocrisies, les peurs et les obsessions de son époque, en les habillant de rire, de masques et de gestes éclatants. Des personnages comme Harpagon, Tartuffe ou Alceste entrèrent dans la mémoire collective, donnant à Molière une place que peu d'artistes obtiennent. Le public le voyait comme un miroir de la société, un esprit libre et un créateur courageux dont la voix influença durablement le théâtre européen. Sa présence sur scène, toujours vive et expressive, fit de lui un symbole de la passion artistique poussée jusqu'à l'extrême. Sa vie ne fut pourtant jamais simple. Enfant d'un tapissier du roi, il choisit de renoncer au confort d'une charge promise pour suivre la route incertaine des comédiens. Il traversa les provinces, affronta la pauvreté, les interdits, les cabales religieuses et les hivers où la troupe manquait de tout. Il connut la gloire tardivement, après des années de doutes et de blessures. La guerre civile, les querelles entre dramaturges, les accusations de scandale autour du Tartuffe façonnèrent son esprit combatif et son humour profondément humain. Chaque obstacle devint un élément de son identité artistique. Les dernières années de sa vie révèlent un corps affaibli par le travail acharné, les répétitions incessantes et une toux chronique qui l'épuisait. Ses proches observaient sa fatigue, ses difficultés à reprendre son souffle, mais Molière refusait de quitter la scène. Il considérait le théâtre comme une obligation morale envers le public. Le soir du malade imaginaire, ses compagnons virent un homme épuisé qui luttait pour tenir debout, mais son entêtement noble l'emporta sur la prudence. Sa chute fut silencieuse, presque douce, comme si la scène elle-même avait décidé de le garder. La France entière réagit avec stupeur. Les troupes de théâtre, les écrivains et les érudits saluèrent un maître disparu trop tôt. Les siècles passèrent et son héritage resta intact, porté par chaque rire, chaque tirade et chaque représentation de ses œuvres. Sa lumière continue d'éclairer l'esprit de ceux qui aiment la vérité déguisée en comédie. Numéro 2, Claude François. Le 11 mars 1978, en pleine préparation d'un passage scénique prévu pour une émission très attendue, son équilibre vacilla soudain et son souffle se coupa devant les techniciens médusés. Le décor était prêt, les projecteurs allumés, la musique répétée encore et encore, mais l'artiste s'effondra avant même que le public puisse entendre la première note. Certains crurent d'abord à un malaise passager dû à la fatigue, mais le silence qui suivit révéla la gravité du moment. Claude François avait bâti une carrière unique, marquée par une énergie inégalée et un sens du rythme qui fit danser plusieurs générations. Ses chansons devinrent des refrains connus dans chaque foyer francophone, et son perfectionnisme créa des spectacles parmi les plus dynamiques de son époque. Il savait capter le regard, mener une scène comme un chef d'orchestre et transformer une mélodie en souvenir durable. Sa version de Comme d'habitude franchit les frontières et inspira des artistes du monde entier. Le public le percevait comme un symbole de modernité, un homme qui avait révolutionné la scène française. Son parcours fut pourtant rempli d'épreuves qui forgèrent sa personnalité. Né sur les rives du Nil, il grandit au milieu d'un environnement marqué par les bouleversements politiques. Son départ précipité d'Égypte, la séparation brutale avec son enfance ensoleillée et la nécessité de se reconstruire façonnèrent un tempérament volontaire. Installé en France, il connut les petits boulots, les refus, les scènes modestes et les concours où l'on jugeait chaque note. Son ascension fut le fruit de nuits sans sommeil, de voyages constants et d'un désir profond de se prouver qu'il pouvait briller malgré les obstacles. Cette obstination fit de lui une figure incontournable des années 60 et 70. Les mois précédant le drame révélèrent un artiste éprouvé par un rythme de vie impossible. Les tournées s'enchaînaient, les répétitions se multipliaient, et son corps donnait les premiers signes de faiblesse. Ses proches s'inquiétaient de sa fatigue, de son visage fermé, de cette tension qui ne disparaissait jamais.
Il tentait de masquer ses difficultés derrière son sourire de scène, mais son entourage voyait bien la réalité. Le jour du drame, il voulait tout contrôler, chaque lumière, chaque détail, chaque geste. Sa détermination se transforma en oubli de soi, laissant son corps céder sans prévenir. La réaction fut immense. Les radios interrompirent leurs programmes, les journaux publièrent des hommages, les fans déposèrent des fleurs devant les salles où il avait chanté. Les professionnels de la musique saluèrent un travailleur infatigable et un créateur novateur. Son héritage demeure vivant dans la mémoire collective. Et vous, quel souvenir gardez-vous de cette époque où ces chansons résonnaient partout? Numéro 3. Mike Brandt. Le 25 avril 1974, au cœur d'une tournée où chaque représentation attirait des foules immenses, son corps céda soudain, alors qu'il venait de quitter la scène pour quelques instants de repos. Quelques minutes auparavant, sa voix puissante résonnait encore dans la salle, portée par l'enthousiasme du public qui ne se doutait pas que le chanteur vivait un moment de fragilité extrême. Les applaudissements continuaient tandis que les coulisses s'emplissaient d'une inquiétude silencieuse. Mike Brandt s'imposa en France comme l'une des voix les plus marquantes de son époque. Sa tessiture spectaculaire, ses interprétations passionnées et sa présence charismatique séduisirent un public vaste et fidèle. Des titres comme Laisse-moi t'aimer ou Qui sera devinrent des hymnes populaires, portés par une émotion brute qui le distinguait de nombreux artistes. Il apportait à la scène française une sensibilité venue d'ailleurs, un mélange de douceur et de puissance qui fascina les spectateurs. Pour beaucoup, il représentait un idéal romantique, un artiste au cœur vibrant, capable d'exprimer ce que les mots seuls ne suffisaient pas à dire. Sa vie personnelle fut marquée par des épreuves profondes qui laissèrent une empreinte durable sur son caractère. Né dans une famille ayant connu les tourments de la guerre, il grandit dans une atmosphère d'efforts constants et de responsabilités précoces. Son départ vers l'Europe pour construire sa carrière fut aussi une rupture avec son passé, un pas vers l'inconnu. Il dut affronter les difficultés d'un jeune chanteur migrant, les refus, les scènes modestes, les attentes impossibles. Sa détermination et son talent l'aidèrent à franchir les obstacles, mais ses proches remarquaient une sensibilité exacerbée, nourrie par les souvenirs lourds de son enfance et par la pression qui accompagne la célébrité. Les mois précédant le drame témoignaient d'une fatigue croissante. Les tournées répétées, les déplacements permanents et les exigences de la scène érodiaient son énergie. Ses collaborateurs décrivaient un homme partagé entre l'amour du public et l'épuisement intérieur. Il tentait de préserver son image d'artiste passionné, mais ses forces diminuaient. Le soir du 25 avril, son entourage perçut une fragilité inhabituelle dans son regard, une lassitude que ni les lumières ni les applaudissements ne pouvaient masquer. Sa disparition brutale laissa un vide immense dans le monde de la musique. Les réactions qui suivirent furent à la hauteur de son talent. Les journaux rendirent hommage à sa voix inimitable, les radios diffusèrent ses chansons en boucle, et les fans déposèrent des messages empreints d'émotion devant les salles où il s'était produit. Les professionnels saluèrent un artiste exceptionnel, dont la sincérité et la passion continuent de marquer la chanson française. Sa mémoire vit dans chaque note qu'il a offerte au public. Numéro 4, Guy Béard. Le 6 septembre 2015, sous le soleil d'une matinée parisienne, il s'effondra brutalement alors qu'il venait de terminer une prestation privée où il chantait devant un petit groupe d'invités. Sa guitare venait à peine de se taire, son sourire était encore présent, et personne n'imaginait que ce moment apparemment banal deviendrait le dernier souffle d'un poète de la chanson française. Les témoins restèrent figés, incapables de comprendre que la scène venait de se transformer en adieu. Guy Béard occupa une place singulière dans le paysage musical français. Auteur, compositeur et interprète, il fut célébré pour la délicatesse de ses mots et l'élégance de ses mélodies. Ses chansons mêlaient poésie, malice et sensibilité, créant un univers où la tendresse et la réflexion cohabitaient. Des titres comme L'eau vive devinrent de véritables classiques, appris par plusieurs générations et repris dans les écoles comme symbole d'une France qui aime les textes ciselés. Sa manière de raconter les sentiments, les saisons et les nuances du quotidien fit de lui un artiste respecté et apprécié du grand public. Il portait la chanson française comme un héritage précieux qu'il savait transmettre avec douceur. Sa vie fut façonnée par un long parcours marqué par les voyages et les bouleversements familiaux. Né au Liban, il passa son enfance entre le Proche-Orient, le Mexique et la France, découvrant des cultures diverses qui nourrirent sa curiosité et son regard sur le monde. Son adolescence fut marquée par la guerre et l'exil, des épreuves qui développèrent chez lui une sensibilité profonde et un besoin constant de s'exprimer par l'écriture. Ses débuts artistiques furent difficiles, ponctués de scènes modestes et de refus,
mais sa détermination et son talent finirent par séduire les maisons de disques. Son succès ne lui fit jamais perdre son humilité, et il resta toute sa vie attaché au travail artisanal de l'écriture. Les années précédant le drame révélèrent un homme vieillissant mais toujours passionné. Son corps montrait des signes de fatigue, ses déplacements devenaient plus lents, et il prenait parfois de longues pauses pour reprendre son souffle. Ses proches observaient ces changements avec inquiétude, mais Guy Béart refusait de renoncer à la musique. La scène restait pour lui un refuge, un lieu où il se sentait vivant malgré les faiblesses de l'âge. Le matin du 16 septembre, il joua encore avec cette étincelle qui ne l'avait jamais quitté, mais sa santé fragile ne put soutenir cet ultime effort. Les réactions qui suivirent furent profondément émouvantes. Les artistes, les institutions culturelles et les admirateurs saluèrent un grand poète disparu. Les hommages rappelèrent la finesse de son écriture, son engagement pour la beauté des mots et l'importance qu'il accordait à la transmission. Son œuvre demeure un trésor de douceur et d'humanité, un héritage qui continue d'éclairer ceux qui aiment la chanson française. Numéro 5, Joseph Pujol. Le 17 août 1914, au terme d'une représentation où il faisait rire une salle conquise, son corps céda dans les coulisses alors qu'il venait d'achever un numéro épuisant. Son souffle devint court, ses jambes fléchirent et l'équipe autour de lui comprit que l'artiste qui venait d'illuminer la scène n'avait plus la force de poursuivre. Quelques spectateurs, ignorant la gravité de la situation, croyaient encore entendre un écho du spectacle, sans savoir que l'homme venait de s'effondrer pour la dernière fois. Joseph Pujol, connu sur toutes les scènes de France, avait bâti une renommée singulière grâce à un talent aussi rare qu'inattendu. Sa maîtrise étonnante de son corps transforma chacun de ses spectacles en un moment de joie collective. Il devenait, le temps d'un geste, un instrument vivant qui faisait éclater de rire les plus sérieux. Son passage au Moulin Rouge fit de lui une véritable légende du music-hall. Le public, fasciné par son audace et sa précision, voyait en lui un artiste unique, capable de créer un univers joyeux à partir de l'improbable. Il symbolisait une forme de liberté artistique que l'on ne retrouvait chez personne d'autre. Sa vie commença pourtant dans une grande simplicité. Issu d'une famille modeste du sud de la France, il grandit au bord de la mer, observant les pêcheurs et les artisans qui peuplaient sa ville natale. Son enfance fut marquée par une curiosité constante et par une imagination fertile. Adolescent, il connut les dures réalités du travail manuel avant de découvrir, presque par hasard, son étonnante capacité à contrôler son souffle et ses mouvements. Les années suivantes furent une succession de découvertes, de voyages et de défis. Il quitta son métier initial pour se consacrer à la scène, un choix audacieux à une époque où l'art vivant n'offrait aucune garantie. Ses proches se souviennent d'un homme généreux, travailleur et profondément attaché à sa famille. Ses dernières années furent assombries par les premières atteintes de la maladie et par la fatigue liée à une carrière particulièrement exigeante. Son corps, sollicité chaque soir pour des performances intenses, montrait des signes de faiblesse. Ses proches voyaient un homme parfois essoufflé, parfois songeur, comme s'il anticipait déjà la fin d'un long parcours. Le 17 août, alors qu'il voulait encore offrir un moment de rire au public, son énergie disparut soudain. Le décor, les lumières et les accessoires semblaient témoigner d'un départ silencieux. Les réactions qui suivirent témoignèrent de l'affection immense du public. Les artistes du music-hall saluèrent un pionnier, les journaux rappelèrent l'originalité d'un génie populaire, et les spectateurs soulignèrent la joie qu'il avait su semer. Sa mémoire demeure attachée à la liberté de créer et au pouvoir du rire partagé, un héritage précieux qui continue d'inspirer les amoureux du spectacle vivant. Numéro 6, Jean-Roger Caussimon. Le 19 octobre 1985, au cœur d'une représentation intimiste où il récitait ses textes avec cette voix grave que le public aimait tant, son corps vacilla soudain et il s'effondra devant les musiciens stupéfaits. Quelques instants plus tôt, il partageait encore une scène chaleureuse, éclairée par des projecteurs doux, sans qu'aucun signe ne laisse présager la fin imminente d'un poète dont la présence imposante remplissait chaque salle. Jean-Roger Caussimon occupa une place particulière dans la culture française. Auteur, acteur et chanteur, il devint célèbre grâce à une écriture puissante mêlant humanité, ironie et mélancolie. Ses collaborations avec Léo Ferré offrirent au public des chansons inoubliables, dont certaines devinrent des emblèmes de la poésie engagée. Sa diction précise, sa stature impressionnante et sa manière de raconter des histoires transformaient chaque scène en un espace vibrant d'émotions. Il portait la parole des oubliés, des rêveurs et des révoltés,
donnant à ceux qui l'écoutaient un sentiment de proximité rare. Sa personnalité artistique fit de lui une figure respectée bien au-delà du monde de la chanson. Son parcours personnel fut marqué par des expériences riches et parfois difficiles. Né dans un milieu modeste, il dut très jeune apprendre à composer avec les exigences de la vie quotidienne. Son engagement dans les arts débuta par le théâtre, où il trouva un refuge pour exprimer sa sensibilité. Il connut ensuite les studios de cinéma et les tournées épuisantes, mais aussi la satisfaction de voir ses textes mis en musique par des artistes de premier plan. La période d'après-guerre, les transformations sociales et l'effervescence culturelle de Paris façonnèrent largement sa vision du monde. Il cultivait une profondeur d'âme forgée par les lectures, les rencontres et les combats intérieurs. Les années précédant le drame révélèrent un homme fatigué par les répétitions et par un rythme de travail trop intense pour un corps vieillissant. Ses proches observaient une certaine lassitude, des moments où il semblait s'éloigner dans ses pensées, comme si un poids invisible alourdissait ses gestes. Malgré cela, il continuait d'écrire, de composer et de monter sur scène avec un sérieux presque sacré. Le 19 octobre, il offrit encore au public une interprétation sensible et habitée, avant que son corps ne lâche sans prévenir sous les yeux de ceux qui l'admiraient. Les réactions qui suivirent furent empreintes d'émotion. Les artistes saluèrent un auteur remarquable, les institutions culturelles rappelèrent l'importance de son œuvre et les admirateurs rendirent hommage à sa voix singulière. Sa mémoire demeure liée à la force des mots et à la beauté des récits qu'il a laissés. Et vous, quel souvenir gardez-vous de ce poète qui touchait l'âme de tant de spectateurs ? Numéro 7. Pierre Bénichou. Le 31 mars 2020, alors qu'il participait à une intervention en direct entouré de collègues qu'il connaissait depuis des décennies, son souffle se coupa soudain et son corps perdit toute force sous les regards incrédules. Quelques secondes auparavant, il échangeait encore des mots pleins d'esprit, fidèle à cette vivacité qui avait fait de lui une figure incontournable des médias français. Personne n'imagina que cette apparition, si naturelle et familière, deviendrait son ultime moment sous les projecteurs. Pierre Bénichou occupait une place centrale dans le paysage culturel de la France. Journaliste, chroniqueur et homme de scène à sa manière, il devint célèbre pour son humour vif, son intelligence pétillante et sa capacité à transformer chaque débat en spectacle vivant. Sa participation à des émissions de grande écoute fit de lui une voix reconnue du grand public. Ses analyses, toujours teintées d'ironie bienveillante, apportaient une profondeur rare à l'actualité. Il incarna pendant des années une forme d'élégance intellectuelle mêlée de légèreté, ce qui le rendit particulièrement aimé des auditeurs et des téléspectateurs. Sa vie avait été façonnée par un parcours singulier. Né en Algérie, il grandit dans une époque agitée où les liens familiaux, la quête d'identité et les bouleversements politiques influencèrent profondément sa vision du monde. Arrivé en France, il se fit rapidement remarquer par son talent pour l'écriture. Il gravit les échelons du journalisme grâce à son audace, sa plume incisive et une curiosité insatiable. Ses rencontres avec les grandes figures de la culture et de la politique enrichirent son regard et forgèrent sa réputation. Chaque étape de son trajet, de la rédaction au studio de radio, témoignait d'une volonté intacte de comprendre et de raconter. Les dernières années de sa vie révélèrent un homme vieillissant mais toujours animé par le désir de partager son esprit. Son entourage remarquait toutefois une fatigue plus visible, des moments où il semblait chercher son souffle avant de poursuivre une conversation. Il continuait pourtant à apparaître en public avec cette élégance nonchalante qui lui appartenait. Le 31 mars, son corps affaibli céda sans prévenir. Les lumières, les micros et l'agitation du plateau contrastèrent avec la soudaineté de son effondrement. La réaction fut immédiate et profondément émue. Les journalistes, les animateurs et les institutions saluèrent un esprit brillant, un conteur rare, un homme dont la culture et la générosité avaient marqué des générations entières. Sa disparition rappela l'importance de la vivacité d'esprit, du rire et de la pensée libre. Sa voix demeure présente dans la mémoire de celles et ceux qui l'ont écoutée, un héritage précieux transmis avec humanité. Numéro 8. Alex Baroni. Le 13 mars 2002, au cours d'une répétition scénique destinée à préparer un concert important, son corps céda soudain après un effort vocal intense. Les musiciens présents s'arrêtèrent net, en voyant l'artiste vaciller, puis s'écrouler sans pouvoir reprendre son souffle. Quelques instants plus tôt, sa voix emplissait encore la salle d'une énergie lumineuse, une énergie qui semblait inépuisable. Rien ne laissait présager que cette répétition deviendrait l'ultime scène d'un chanteur aimé des deux côtés des Alpes. Alex Baroni était l'un de ces artistes capables de marier puissance et finesse dans une même note.
Sa carrière, partagée entre l'Italie et la France, avait fait de lui une figure appréciée pour sa voix exceptionnelle et sa sincérité sur scène. Ses chansons exprimaient des émotions profondes, allant de la douceur mélancolique à l'intensité passionnée. Son interprétation habitée, sa manière de moduler chaque phrase avec une précision presque instinctive, et sa présence charismatique en firent un chanteur respecté par ses pairs. Le public voyait en lui un artiste authentique, dont la voix transportait les sentiments sans artifice. Son parcours personnel fut marqué par le travail acharné et la persévérance. Fils d'une famille attachée à la musique, il grandit dans un environnement où les mélodies occupaient une place centrale. Enfant timide mais déterminé, il développa très tôt un sens aigu de la discipline. Les premières années de carrière furent difficiles, jalonnées de castings exigeants, de petites salles et d'espoirs parfois déçus. Il poursuivit pourtant son chemin avec une volonté inébranlable, transformant chaque obstacle en occasion d'apprendre. Lorsqu'il finit par se faire connaître, son succès fut ressenti comme la récompense d'un long combat contre les doutes et les incertitudes. Ses proches décrivaient un homme sensible, profondément humain, habité par un désir constant d'amélioration. Les mois précédant le drame témoignaient d'un artiste partagé entre la passion et la fatigue. Les tournées répétées, les allers-retours entre pays et l'intensité de son engagement vocal fragilisaient peu à peu son corps. Il ressentait parfois une lassitude qu'il tentait de dissimuler derrière son professionnalisme. Sur scène, il brillait encore, mais en coulisses, certains percevaient une faiblesse nouvelle dans son regard. Le 13 mars fut un jour de travail comme tant d'autres, mais son corps affaibli ne put supporter la pression d'une répétition exigeante. Son effondrement soudain laissa les témoins dans une stupeur mêlée de tristesse. Les réactions qui suivirent furent nombreuses et profondément émues. Les artistes saluèrent une voix exceptionnelle et une âme généreuse. Les médias rappelèrent son talent rare, sa montée fulgurante et son influence sur toute une génération de chanteurs. Les fans, en France comme en Italie, exprimèrent leur attachement à son œuvre et à sa sensibilité. Sa voix demeure vivante, dans chaque chanson qu'il a laissée, un héritage d'émotions pures qui continue de toucher ceux qui l'écoutent. Numéro 9. Frédéric Boutet. Le 11 janvier 1939, au cours d'une représentation théâtrale, où il interprétait un rôle chargé d'émotions, son corps s'alourdit soudain et il s'écroula devant ses partenaires médusés. La salle resta d'abord silencieuse, croyant assister à un effet dramatique prévu par la mise en scène, mais les secondes qui suivirent révélèrent l'ampleur du malaise. Quelques instants auparavant, sa voix résonnait encore avec cette force tranquille qui avait marqué tant de spectateurs au fil des années. Frédéric Boutet était reconnu dans le paysage culturel français pour son talent de conteur et pour la finesse de son jeu d'acteur. Sa capacité à incarner des personnages complexes et ses interprétations nourries d'émotions lui valurent une admiration profonde du public et des professionnels du théâtre. Ses œuvres littéraires, tout comme ses rôles sur scène, témoignaient d'un esprit habité par l'observation de l'âme humaine et par un sens aigu du détail. Il sut créer une présence scénique rare, mélange de sobriété et de force, qui captait l'attention dès son apparition. Pour beaucoup, il était un artiste complet, capable de faire naître l'émotion par une simple inflexion de voix. Son parcours personnel avait été façonné par un environnement familial intellectuel, où les livres et les discussions animées occupaient une place importante. Dès l'enfance, il montra un goût pour l'écriture et pour les récits mystérieux, une passion qui évolua ensuite vers le théâtre. Sa vie fut marquée par des périodes d'intense création, mais aussi par des difficultés financières et des défis personnels qu'il affronta avec courage. La société en pleine mutation, la montée des inquiétudes politiques et l'atmosphère parfois pesante de l'entre-deux-guerres nourrirent son inspiration et renforcèrent son envie de raconter le monde à travers ses textes et ses rôles. Ses proches évoquaient un homme profond, réservé mais passionné, dont la sensibilité transparaissait dans chaque œuvre. Les années précédant le drame révélèrent une fragilité grandissante. Le rythme des représentations, la pression artistique et la fatigue accumulée affectaient peu à peu son corps. Il ressentait parfois des étourdissements qu'il attribuait au surmenage, refusant de réduire son engagement sur scène. Ses collègues remarquaient une certaine lenteur dans ses gestes, mais il conservait cette détermination tranquille qui avait toujours guidé sa carrière. Le 11 janvier fut un soir où il donna tout ce qui lui restait d'énergie, jusqu'à ce que son corps affaibli ne puisse plus suivre. Les réactions qui suivirent furent empreintes de respect et de tristesse. Les critiques saluèrent un écrivain et un comédien dont l'œuvre avait enrichi la culture française.
Les institutions littéraires rappelèrent l'importance de ses textes et de son regard unique sur la société. Le monde artistique rendit hommage à un homme qui avait consacré sa vie à la scène et à la littérature. Son héritage demeure vivant dans les esprits, porté par la puissance tranquille de ses créations. Numéro 10. Henri Garat. Le 13 août 1959, lors d'une représentation où il retrouvait brièvement la scène qu'il avait rendue célèbre, son corps s'affaiblit soudain et il s'effondra sous les regards désemparés des artistes présents. Quelques instants plus tôt, il fredonnait encore les premières notes d'un air qu'il avait tant de fois interprété, avec ce charme léger et insouciant qui avait marqué toute une époque. La stupeur envahit le lieu, car chacun pensa d'abord à un effet théâtral avant de comprendre que l'un des visages les plus aimés du cinéma musical vivait ces derniers instants. Henri Garat fut l'une des grandes figures du cinéma français des années 30. Son sourire lumineux, sa voix tendre et son élégance naturelle firent de lui un acteur emblématique des comédies musicales. Il incarna la joie, la séduction et l'insouciance dans des films qui continuent d'être vus comme des symboles d'un âge d'or du divertissement. Son duo avec des partenaires célèbres, ses chansons légères et ses gestes pleins de grâce donnèrent naissance à un style reconnaissable entre tous. Le public voyait en lui un artiste capable d'apporter douceur et légèreté en période de crise, ce qui lui valut une immense popularité. Sa vie personnelle connut cependant des zones d'ombre qui influencèrent profondément sa carrière. Né dans un environnement modeste, il accomplit un long chemin avant de conquérir les studios de cinéma. Les épreuves de la jeunesse, les difficultés financières et la recherche incessante de stabilité forgèrent son caractère. La montée des tensions en Europe, les bouleversements politiques et les transformations rapides du monde du spectacle modifièrent son destin. La guerre marqua un tournant brutal dans sa vie professionnelle, brisant l'élan d'une carrière pourtant fulgurante. Ses proches évoquaient un homme sensible, parfois tourmenté, qui portait dans son regard la nostalgie de ses années de gloire. Les dernières années furent particulièrement difficiles. Son état de santé se fragilisait, son souffle se faisait plus court, et son corps ne lui obéissait plus avec la même aisance. Il tentait néanmoins de retrouver la scène de temps à autre, animé par un désir profond de renouer avec son public. Son entourage observait une lassitude mêlée d'espoir, comme si chaque apparition était un combat contre la fragilité du temps. Le 13 août, alors qu'il voulait offrir une dernière étincelle de son charme passé, son corps céda sans prévenir. Sa chute silencieuse marqua la fin d'un artiste qui avait autrefois illuminé les écrans. Les réactions furent nombreuses et empreintes de tendresse. Les cinéphiles rappelèrent l'importance de son rôle dans l'histoire du cinéma musical. Les critiques soulignèrent l'élégance unique de ses interprétations. Ses admirateurs partagèrent leurs souvenirs d'une époque où sa voix et son sourire apportaient de la joie au foyer. Sa mémoire demeure vivante dans les films qui continuent de faire rêver. Et vous, quels souvenirs gardez-vous d'Henri Garat? Numéro 11. Yvette Guilbert. Le 20 et 1 février 1944, lors d'une séance artistique privée où elle partageait ses récitations et ses chants avec un petit cercle d'auditeurs fidèles, son souffle se fit soudain plus court, et son corps céda sous l'effet de l'épuisement. Quelques instants auparavant, elle offrait encore sa voix singulière, délicatement parlée, ce demi-chant qui avait fait d'elle l'une des plus grandes interprètes de la Belle Époque. Les personnes présentes restèrent d'abord immobiles, croyant à une pause volontaire, mais la gravité de l'instant s'imposa d'elle-même. Yvette Guilbert fut l'une des figures majeures de la scène française du tournant du siècle. Son style inimitable, fait de gants longs, de gestes expressifs et de récits chantés, créa une nouvelle forme d'art qui mêlait théâtre, poésie et musique. Elle incarna une modernité audacieuse, rompant avec les conventions du cabaret traditionnel. Ses interprétations, souvent ironiques ou mélancoliques, captivaient un public de tous horizons. Les plus grands artistes de son temps la peignirent, l'admirèrent ou l'évoquèrent dans leurs écrits. Elle devint un symbole de Paris, une muse pour les peintres et les écrivains, une figure qui transcendait les simples frontières du spectacle. Son parcours personnel fut marqué par une volonté farouche de s'accomplir malgré les obstacles. Issue d'un milieu modeste, elle travailla très jeune pour subvenir à ses besoins avant de trouver dans la scène un espace d'expression. Elle affronta les critiques, les doutes et les incompréhensions, mais son talent finit par s'imposer. Les salles parisiennes devinrent son royaume, et les tournées internationales confirmèrent sa notoriété. Sa vie fut nourrie par les rencontres artistiques, les amitiés précieuses et une intense curiosité pour la littérature et l'histoire. Les événements du début du XXe siècle, les tensions politiques et la transformation rapide du monde du spectacle influencèrent son regard et enrichirent son art.
Les dernières années furent assombries par la fatigue accumulée et par une santé fragilisée. Son corps, autrefois si expressif, perdait peu à peu de son énergie. Elle continuait pourtant à partager sa passion lors de rencontres intimistes, parfois dans de petits salons, parfois dans des institutions culturelles qui honoraient son parcours. Ses proches remarquaient une fragilité grandissante, des instants où elle semblait lutter pour conserver la dignité et la force qui avaient toujours guidé sa carrière. Le 20 et 1 février, son corps affaibli ne put supporter davantage l'effort d'une performance, même légère. La nouvelle de sa disparition suscita une profonde émotion dans le monde artistique. Les institutions culturelles saluèrent une pionnière, les historiens rappelèrent son rôle essentiel dans l'évolution du cabaret et les amateurs de théâtre célébrèrent sa voix singulière. Sa mémoire demeure dans les dessins, les photographies et les textes qu'elle a inspirés, mais surtout dans la trace indélébile qu'elle a laissée sur l'art de conter en musique. Numéro 12, Charles Klein. Le 13 mars 1915, lors d'une représentation théâtrale donnée dans un grand hôtel parisien où il participait à une soirée artistique, son corps céda brusquement, alors qu'il échangeait encore quelques mots sur scène. La soirée avançait dans une atmosphère élégante, rythmée par les performances successives, et chacun crut d'abord assister à un moment improvisé. Le silence qui suivit révéla pourtant l'ampleur de ce qui venait de se produire. Charles Klein était l'un des dramaturges les plus respectés du début du XXe siècle, admiré en France comme à l'étranger pour ses pièces puissantes, souvent inspirées de l'actualité sociale et politique. Ses œuvres exploraient les tensions humaines, les aspirations contradictoires et la fragilité morale des sociétés modernes. Son écriture claire, dramatique et profondément ancrée dans les réalités de son époque lui valut un succès retentissant. De nombreuses compagnies françaises accueillirent ses pièces avec enthousiasme, et son nom devint familier aux amateurs de théâtre. Il représentait cette génération d'auteurs capables de transformer les préoccupations collectives en récits à la fois captivants et universels. Sa vie personnelle fut marquée par un parcours atypique. Né en Angleterre avant de s'installer aux États-Unis, il grandit dans un environnement modeste où le travail était la règle. Très jeune, il développa un goût pour l'observation des caractères humains et une fascination pour le monde du théâtre. Sa carrière prit un essor remarquable lorsqu'il décida de se consacrer à la dramaturgie, trouvant dans l'écriture un moyen puissant de porter des idées et des réflexions. Les bouleversements sociaux, les mouvements ouvriers, les conflits politiques et les transformations rapides de la vie urbaine influencèrent profondément sa vision du monde. Il construisit une œuvre solidement enracinée dans les réalités qu'il avait vécues ou observées, donnant une consistance particulière à ses personnages. Les années précédant le drame révélèrent un homme absorbé par son art mais aussi soumis à une fatigue croissante. Ses voyages fréquents entre l'Europe et l'Amérique, ses engagements multiples et les exigences du théâtre entamaient peu à peu ses forces. Il paraissait parfois pâle, parfois songeur, comme si la densité de ses projets dépassait celle de son propre souffle. Pourtant, il continuait à répondre aux invitations prestigieuses, animé par la passion qui l'avait guidé toute sa vie. Le 13 mars, son corps affaibli ne put supporter l'effort d'une dernière apparition scénique, malgré la simplicité de son intervention. Les réactions à sa disparition furent nombreuses et profondes. Les critiques saluèrent l'un des dramaturges les plus lucides de son temps. Les institutions culturelles rappelèrent l'importance de son œuvre dans l'histoire du théâtre moderne. Les spectateurs et les lecteurs soulignèrent la force de ses pièces et leur capacité à interroger la société. Sa mémoire demeure vivante dans les textes qu'il a laissés, des textes qui continuent d'éclairer les failles et les grandeurs de l'âme humaine. Numéro 13. Joseph Samson. Le 28 avril 1945, au cours d'une prestation musicale donnée dans une petite salle parisienne encore marquée par les bouleversements de la guerre, son souffle se rompit soudain et il s'effondra sous les regards d'un public profondément attaché à sa voix. Quelques minutes auparavant, il interprétait un chant sacré avec l'émotion contenue qui le caractérisait, une émotion nourrie par des années de travail, de foi et de dévouement. La stupeur gagna la salle lorsque l'on comprit que ce geste inattendu ne faisait pas partie de la performance. Joseph Samson était une figure respectée du monde musical français, connu pour son rôle dans la renaissance du chant liturgique et pour son engagement infatigable en faveur de la musique chorale. Compositeur, maître de chapelle et pédagogue, il avait consacré sa vie à transmettre un art vocal pur, dépouillé et profondément spirituel. Ses travaux influencèrent les écoles de chant à travers la France, et ses compositions furent interprétées dans les lieux de culte comme dans les salles de concert. Le public admirait la sobriété de son style,
la précision de son écriture et l'intégrité artistique qui se dégageait de chacune de ses œuvres. Son parcours personnel fut marqué par une vocation née très jeune. Enfant dans une France encore attachée à ses traditions religieuses, il découvrit le chant choral comme un refuge et une force intérieure. Il travailla avec une ardeur remarquable, rejoignant très tôt les milieux musicaux et se formant auprès de maîtres réputés. La Grande Guerre, les crises politiques et les difficultés économiques influencèrent profondément sa vision du monde. Il voyait la musique comme un moyen d'apporter de la paix dans une société troublée. Sa carrière connut des succès, mais aussi des périodes de doute où il dut lutter pour préserver la place de la musique sacrée dans un paysage artistique en pleine mutation. Ses proches parlaient d'un homme humble, persévérant et animé par un profond sens du devoir. Les dernières années furent assombries par une santé fragilisée. Son corps, sollicité par des décennies de direction chorale et de travail constant, montrait des signes de fatigue évidents. Il persévérait cependant, animé par le désir de transmettre jusqu'aux dernières limites de ses forces. Le 28 avril, alors qu'il interprétait une œuvre qui lui tenait particulièrement à cœur, son souffle se fit plus court. Son regard trahit une lassitude profonde, puis son corps céda sans prévenir. Ceux qui assistaient à la scène se souvinrent longtemps de ce moment de beauté interrompu. Les réactions furent empreintes de respect. Les institutions musicales soulignèrent l'importance de son travail dans le renouveau de la musique chorale française. Les élèves et les chanteurs qui l'avaient formé lui rendirent hommage, rappelant son exigence bienveillante et son influence durable. Son héritage demeure dans les voix qu'il a guidées et dans les partitions qu'il a laissées, témoignant d'une vie entièrement vouée à la musique et à la transmission. Numéro 14, Paul Mantz. Le 10 décembre 1950, au cours d'une représentation de music hall où il retrouvait une scène qu'il affectionnait depuis des années, son corps céda brusquement juste après l'exécution d'un numéro exigeant. La salle vibrait encore des rires et des applaudissements lorsque son souffle devint irrégulier puis s'interrompit soudain. Les spectateurs, persuadés d'assister à une transition artistique, restèrent silencieux quelques instants avant que l'inquiétude ne gagne l'ensemble du théâtre. Paul Mantz était une figure familière des scènes parisiennes de l'entre-deux-guerres, apprécié pour son sens du rythme, son humour élégant et sa capacité à créer une atmosphère chaleureuse autour de chacun de ses numéros. Il appartenait à cette génération d'artistes qui portaient haut les couleurs du music-hall, mêlant chansons, jeux d'acteurs et mouvements chorégraphiés. Son énergie, sa précision et son charisme faisaient de lui un interprète recherché par les directeurs de salle. Le public voyait en lui un artiste sincère, capable de transformer un soir ordinaire en un moment de fête, grâce à son sens du spectacle et à sa présence séduisante. Sa vie personnelle reflétait un parcours riche en défis. Né dans un milieu modeste, il dut très tôt apprendre à gagner sa vie. Sa jeunesse fut marquée par des emplois variés, avant qu'il ne découvre la scène, un lieu où il se sentit immédiatement à sa place. Il se forma aux côtés d'artistes plus expérimentés, apprit les codes du music hall et développa un style qui lui était propre. Les années difficiles de la guerre, les restrictions et les bouleversements de la société influencèrent son regard et renforcèrent son désir de divertir. Les tournées qu'il effectua dans toute la France lui apportèrent une expérience précieuse et élargirent sa réputation. Ses proches évoquaient un homme généreux, discipliné et profondément attaché à la camaraderie du métier. Les dernières années révélèrent cependant un corps affaibli par les efforts répétés et les longues heures de répétition. Son souffle devenait plus court, ses mouvements moins fluides, mais il persistait à monter sur scène, animé par un amour indéfectible pour son art. Ses collègues remarquaient une fatigue accrue, une lenteur inhabituelle lorsqu'il se préparait en coulisses. Le 10 décembre, alors qu'il venait d'achever un numéro qui rappelait la vitalité de ses plus belles années, il dut s'appuyer contre un élément de décor avant de s'effondrer. Son visage exprimait à la fois l'effort et la résignation d'un homme au bout de ses forces. Les réactions furent immédiates et empreintes d'une grande émotion. Les artistes de music hall saluèrent un compagnon de route, les journaux rappelèrent son rôle dans l'histoire du spectacle populaire, et les salles où il avait brillé rendirent hommage à son talent bienveillant. Sa mémoire demeure dans les souvenirs de ceux qui l'ont applaudi et dans l'esprit d'un public qui continue d'aimer la magie simple et chaleureuse du music hall. Numéro 15, Louis Verneuil. Le 6 novembre 1943, au cours d'une répétition théâtrale menée dans une atmosphère chargée par les incertitudes de l'époque, son souffle se coupa soudain et son corps s'affaissa sous les yeux de ses partenaires médusés. Quelques minutes auparavant, il travaillait encore une scène complexe avec l'énergie nerveuse qui le caractérisait, répétant ses répliques
avec une précision qui témoignait de son perfectionnisme. La rupture fut si brusque que plusieurs membres de la troupe crurent assister à une improvisation avant que le silence n'impose la réalité. Louis Verneuil occupait une place éclatante dans le paysage théâtral français. Dramaturge et acteur, il devint célèbre pour ses comédies élégantes, ses dialogues rapides et sa capacité à mêler humour raffiné et observation fine sur les relations humaines. Ses pièces rencontrèrent un succès immense à Paris comme à l'étranger, et plusieurs furent adaptées au cinéma. Il s'imposait comme un maître de la légèreté intelligente, créant des univers pleins de charme et de vivacité qui séduisaient un public fidèle. Les critiques louaient son sens du rythme, la clarté de sa langue et la manière dont il parvenait à exprimer la complexité de l'âme humaine à travers des situations apparemment simples. Sa vie personnelle fut marquée par un parcours riche en contrastes. Issu d'un milieu où l'art occupait une place de choix, il grandit dans un environnement propice à l'imagination. Très tôt, il montra un goût prononcé pour la scène et pour l'écriture. Sa carrière connut cependant des épreuves, notamment les tourments des années troublées et les difficultés propres au milieu théâtral. Les succès alternaient avec les périodes de doute, mais son esprit vif, son humour et sa ténacité lui permirent de traverser ces moments avec une détermination remarquable. Ses proches se souvenaient d'un homme passionné, parfois tourmenté, mais toujours animé par une recherche sincère de beauté artistique. Les années précédant le drame révélèrent une fragilité croissante. Le poids du travail accumulé, les pressions constantes et la tension créative affaiblissaient son corps. Il paraissait parfois préoccupé, parfois plus lent dans ses gestes, même si son regard gardait l'étincelle de son amour pour la scène. Le 6 novembre, il tenta encore de donner le meilleur de lui-même lors de cette répétition, mais son corps fatigué ne put supporter la cadence. Son effondrement marqua la fin d'un parcours intense et profondément humain. Sa disparition provoqua une vague d'émotions dans le monde du théâtre. Les critiques saluèrent un auteur dont l'œuvre demeurait un pilier de la comédie moderne. Les spectateurs partagèrent leurs souvenirs de soirées inoubliables illuminées par son talent. Les troupes parisiennes rendirent hommage à un esprit brillant, témoin précieux d'une époque où l'élégance et l'intelligence dominaient la scène. Son héritage continue d'inspirer les amoureux du théâtre et de rappeler la force tranquille d'un artiste qui avait consacré sa vie entière à l'art de raconter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.